Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la physiologie de la douleur. La douleur est un symptôme présent dans plusieurs pathologies. Il est défini par l'International Association for the Study of the Pain comme étant une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante, potentielle ou décrite en tant que telle. Cette douleur a pour finalité de protéger le corps contre une éventuelle agression ou elle se manifeste lorsqu'on a un tissu qui est endommagé et elle incite l'individu à réagir afin d'éliminer le stimulus douloureux. Même une action aussi simple que rester assis pendant une longue période peut engendrer une douleur suite à la diminution du flux sanguin cutané au niveau de la peau comprimée sous le poids de l'organisme. Cette compression des vaisseaux va entraîner une ischémie qui, elle, à son tour, va engendrer une douleur. Ce qui va inciter l'individu à se déplacer de façon naturelle et inconsciente afin d'éviter ces lésions. Donc, en cas de perte de sensibilité douloureuse, par exemple lorsqu'on a une lésion de la moelle épinière, la douleur non ressentie ne va pas pousser l'individu à se mobiliser et donc la diminution du flux ainsi que l'ischémie qui va s'installer va entraîner rapidement une nécrose et une perte cutanée au niveau des zones de pression. Donc, c'est pour dire l'importance de ce symptôme qui est donc cette sensibilité générée par la stimulation de récepteurs qu'on appelle les nocicepteurs de la douleur. Ces nocicepteurs vont envoyer des influx nerveux via des voies de transmission, et plus précisément c'est la voie extralemniscale qui est impliquée dans cette modalité sensorielle, qui à son tour va pénétrer par la moelle épinière et arriver au niveau des centres supérieurs. Ce qui est particulier en plus à cette douleur, c'est que cette transmission de l'influx n'est pas une transmission passive. En effet, au cours de l'acheminement de l'influx nerveux vers les centres supérieurs, il y a une modulation par diminution du signal douloureux à tous les niveaux de la transmission. Cette douleur est donc ressentie et donc délivrée sous forme de deux types de douleurs. On a la douleur rapide qui va être suivie par une douleur lente. Ces deux douleurs vont avoir des voies de conduction et vont avoir surtout des caractéristiques et des objectifs différents qu'on va essayer de détailler durant ce cours. Cette douleur rapide, comme son nom l'indique, c'est une douleur qui va s'installer en quelques fractions de secondes rapidement. On peut la décrire comme étant une douleur vive, de piqûre, rapide ou une décharge électrique. Cette douleur rapide, elle est véhiculée par des influx qui sont transmis par des fibres de type A delta. Ce sont des fibres de gros diamètre qui sont myélinisées, qui vont rapidement transmettre l'influx nerveux vers les centres supérieurs. Elle est générée suite à des lésions telles qu'une piqûre ou coupure, et cette douleur rapide n'est pas ressentie au niveau des zones profondes de l'organisme. Par contre, la douleur lente est une douleur qui va s'installer plus lentement, quelques secondes après, et qui va surtout durer plus longtemps, quelques secondes, voire quelques minutes, voire quelques heures, voire plus. Donc cette douleur lente peut être décrite autrement comme étant une douleur sourde. On peut aussi l'appeler une douleur de brûlure, des courbatures, des douleurs nauséeuses, lancillantes. Tous ces termes peuvent désigner une douleur lente ressentie par l'individu suite à une destruction tissulaire ou une souffrance. Donc, elle va être observée ou ressentie surtout au niveau des tissus profonds, mais aussi au niveau des zones cutanées. Cette douleur lente est une douleur qui est véhiculée à part des fibres non myélinisées de petit diamètre, donc les fibres de type C. La douleur, comme on a dit dès le départ, que c'est une douleur qui va est une modalité sensorielle qui va être détectée lorsqu'on a une stimulation des récepteurs de la douleur, les nocicepteurs. Ces nocicepteurs, ce sont des terminaisons nerveuses libres qu'on peut rencontrer un peu partout dans l'organisme, aussi bien dans les couches superficielles que dans les zones profondes. Ils sont assez nombreux et ils vont donc être à l'origine de la stimulation et le déclenchement de l'influx nerveux. Ces terminaisons nerveuses peuvent être activées par des différents stimuli mécaniques, thermiques ou chimiques. La composante de la douleur rapide est généralement activée par des stimuli de type mécanique et thermique. Par contre, la douleur lente peut
être activés par les trois types de stimuli et essentiellement donc les stimuli chimiques qui peuvent être à l'origine surtout des lésions profondes viscérales. Cette douleur chimique est généralement ressentie suite à une libération de substances par des cellules. Certaines substances ont été décrites comme étant des facteurs stimulants des récepteurs de la douleur, dont plus particulièrement, et le plus connu d'entre eux et le plus puissant, c'est la bradykinine. La bradykinine est la substance chimique, est une puissante substance chimique qui est donc à l'origine de la stimulation des récepteurs de la douleur. Mis à part la bradykinine, on trouve aussi la sérotonine, l'histamine, le potassium, l'acide, l'acétylcholine ainsi que les enzymes protéolytiques. Aussi, ce sont des substances chimiques libérées par les cellules détruites et qui sont à l'origine de la stimulation des récepteurs de la douleur. Donc cette stimulation douloureuse va engendrer une douleur de type plante après dommage tissulaire. Les récepteurs de la douleur ont aussi une caractéristique qui est presque unique à ces récepteurs, c'est que ce sont des récepteurs non adaptés ou très peu adaptés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des récepteurs qui vont décharger tout au long de le stimulus et à la même fréquence de décharge. Donc, ceci est très important. Il a pour rôle de mettre en garde le sujet contre le stimulus douloureux tant qu'il est présent et tout au long de la stimulation. Maintenant, cette douleur peut être ressentie et être donc à l'origine de différents stimuli et essentiellement donc les stimuli chimiques qui peuvent être dus à une lésion tissulaire. En effet, l'expérience de faire une injection sous-cutanée des extraits de tissus endommagés engendre une douleur intense. Donc, ce qui nous a permis de conclure que les substances chimiques libérées par les tissus endommagés est à l'origine de la stimulation des nocicepteurs. Cette douleur est d'autant plus intense que la concentration du potassium et des enzymes protéolytiques est élevée. En effet, il y a une corrélation entre la concentration de ces deux substances avec l'intensité de la douleur. Le potassium, aussi bien que les enzymes protéolytiques, vont attaquer de façon directe la membrane neuronale qui devient plus perméable aux ions. L'ischémie tissulaire est une des sources de la douleur. En effet, l'interruption de la circulation sanguine d'un tissu durant une période plus ou moins longue en fonction de la vitesse du métabolisme de l'organisme va entraîner une douleur. C'est une douleur qui va être de type chimique, mais pas que. Donc, en effet, la stimulation des récepteurs de la douleur par l'ischémie est capable d'engendrer une douleur qui, dans la vitesse, est proportionnelle à la vitesse du métabolisme tissulaire. En effet, un muscle au repos chez qui on engendre une ischémie va provoquer une douleur ou déclencher une douleur au-delà de 3 à 4 minutes de compression. Par contre, si on comprime et on diminue la perfusion d'un muscle qui est en exercice, la douleur va apparaître au bout de 15 à 20 secondes. Donc, ce qui traduit que l'ischémie et la douleur vont apparaître proportionnellement à la vitesse de métabolisme du muscle en activité. Pourquoi a-t-on une douleur au cours d'une ischémie tissulaire? Il y a deux hypothèses ou deux facteurs qui peuvent être à l'origine de cette douleur suite à une ischémie. La première, c'est l'accumulation d'acide lactique dans les tissus qui va s'attaquer ou stimuler les récepteurs douloureux et entraîner la perception douloureuse. La deuxième est l'accumulation d'agents chimiques suite à la destruction tissulaire et plus particulièrement la bradykinine et les enzymes protéolytiques qui, eux, vont s'attaquer à la membrane des terminaisons nerveuses et provoquer la stimulation de ces nocicepteurs. Une autre source de douleur, c'est les spasmes musculaires. Les spasmes musculaires est à la base de plusieurs syndromes douloureux cliniques. Donc, ce spasme va donner une douleur dont les effets ou les origines sont de deux types. On a un effet direct et un effet indirect du spasme qui va déclencher la douleur.
Le premier effet direct du spasme, c'est la stimulation des nocicepteurs mécanosensibles qui vont être déformés par la contraction musculaire permanente et engendrer une douleur. La seconde, qui est indirecte, va, elle, toucher et concerner surtout les vaisseaux sanguins musculaires qui vont être comprimés lors de la contraction musculaire, et cette compression des vaisseaux va entraîner une ischémie qui, elle, à son tour, va augmenter, augmenter donc les cellules, les produits chimiques libérés par les cellules détruites et donc va stimuler les nocicepteurs. À cela se rajoute le fait que notre muscle en spasme est un muscle dont l'activité est élevée, ce qui va accélérer l'effet de l'ischémie et donc accélérer l'apparition de la douleur au cours du spasme musculaire. Une fois les nocicepteurs stimulés, que ce soit par des stimuli mécaniques, chimiques ou thermiques, donc on va avoir deux composantes de la douleur qui vont apparaître. La composante de la douleur rapide et la composante de la douleur lente. Ces deux composantes, comme on l'a vu dès le début du cours, ce sont deux douleurs qui vont avoir des caractéristiques anatomiques différentes. Ils vont avoir deux voies de transmission distinctes, une voie pour la douleur rapide et une voie pour la douleur lente. Ces voies, grosso modo, comme toute voie de la voie extra-lémiscale, sont formées de trois neurones. Un premier neurone périphérique qui part du récepteur pour arriver au niveau de la moelle. Après, une fibre donc, qui va naître au niveau de la moelle et monter jusqu'au niveau du thalamus qu'on appelle donc le faisceau spinothalamique. Et enfin, le troisième neurone qui va partir du thalamus et se projeter essentiellement au niveau du cortex somescique. Concernant la douleur, pour la voie périphérique, on va avoir deux types de fibres qui vont véhiculer les stimuli à ce niveau. La douleur rapide va véhiculer l'information au niveau périphérique par des fibres de type A delta. Alors que pour la douleur lente, ce sont des fibres de type C qui vont être responsables de la transmission de l'influx du récepteur vers la moelle épinière. Ces stimuli nociceptifs soudains, donc comme on l'a vu, vont être à l'origine d'une double sensation douloureuse due à ces deux types de douleurs qui sont la douleur rapide et la douleur lente. Douleur rapide parce que ce sont des fibres myélinisées qui vont véhiculer l'information et une douleur lente véhiculée par les fibres de type C. Cette douleur rapide va avoir une finalité différente de celle de la douleur lente. En effet, la douleur rapide est une douleur qui va alerter le corps de l'effet préjudicial de notre stimuli, ce qui va engendrer une réaction immédiate afin de s'éloigner du stimulus dangereux. Par contre, la douleur lente, qui est d'installation plus tardive et de durée plus longue, elle va avoir une intensité qui va augmenter crescendo au fur de la stimulation et qui va persister tant que le stimulus il est là et va permettre donc d'éviter la cause douloureuse tant que le corps est exposé à ce stimulus dangereux. On passe au deuxième neurone qui est donc représenté par les faisceaux spinothalamiques qui vont naître au niveau de la moelle et monter jusqu'au niveau du thalamus. Donc ces faisceaux vont avoir une terminologie différente en fonction que c'est une douleur rapide ou une douleur lente. En effet, donc la douleur lente, elle va avoir les faisceaux qu'on va appeler les faisceaux paléospinothalamiques, alors que la douleur rapide va être donc des influx qui vont être transmis par les faisceaux néospinothalamiques. On commence par le premier système qui est le faisceau du néospinothalamique. C'est un faisceau qui va donc faire relais à la fibre A delta, donc périphérique, au niveau de la première couche de la corne dorsale, et donc il va naître à ce niveau-là pour tout de suite croiser la ligne médiane et décusser du côté contralatéral et monter jusqu'au niveau du tronc. Donc ce faisceau de la douleur rapide, il va monter au niveau du thalamus et très peu de fibres vont s'arrêter au niveau réticulé. La plupart des fibres vont terminer leur acheminement vers le thalamus et plus précisément vers le complexe ventrobasal avec des faisceaux lemniscales pour la sensation tactile. Il y aura très peu de fibres qui vont se trouver au niveau du groupe postérieur du noyau du thalamus.
Donc finalement, le néospinothalamique aura la plupart de ces fibres qui vont arriver jusqu'au niveau du thalamus. Et de là, donc on va avoir notre troisième neurone qui va monter vers les régions basales du cerveau et encore plus vers le cortex somesthésique qui va être à l'origine de la perception douloureuse. Ce qui est aussi particulier à la douleur rapide, c'est qu'elle a la capacité d'être mieux localisée. Et cette localisation, on va voir qu'elle va être due à la stimulation concomitante. Lors de la stimulation douloureuse des nocicepteurs, on va avoir une stimulation concomitante des récepteurs tactiles. Ces récepteurs tactiles activés en même temps que les nocicepteurs douloureux vont être à l'origine de la bonne localisation de la douleur. Parce que comme on le sait très bien, la voie extralémniscale est une voie qui ne donne pas une bonne fidélité spatiale de l'influx véhiculé. Donc ce qui va permettre cette information sur la localisation, c'est l'activation concomitante des récepteurs tactiles qui vont, eux, envoyer des influx par la voie lemniscale qui, elle, est connue pour sa bonne fidélité spatiale. D'ailleurs, ceci se confirme par le fait que quand on stimule des nocicepteurs sans stimulation des récepteurs tactiles, donc on fait réellement l'expérience de ne stimuler que les nocicepteurs, et là, on va trouver que la perception même de la douleur rapide va être imprécise. Quant aux neurotransmetteurs, le plus probable, c'est que c'est le glutamate qui est le neurotransmetteur des fibres de type A delta qui est libéré par la composante rapide de la douleur. C'est un neurotransmetteur excitateur dont la durée d'action est de quelques milliers de secondes. Maintenant, on passe au faisceau paléospinothalamique, ce deuxième neurone de la voie extralémniscale qui véhicule la douleur lente. Donc, ce faisceau, il va naître dans la corne, pareil, dans la racine postérieure, et plus précisément dans la corne postérieure de la moelle, mais à un niveau plus profond que pour le faisceau néospinothalamique. Il va naître au niveau de la deuxième et la troisième couche de la corne postérieure, donc cette zone qu'on appelle la substance gélatineuse, et de là, comme pour le faisceau néospinothalamique, il va passer du côté controlatéral et monter vers le thalamus. Donc, lors de l'acheminement des fibres vers le thalamus, contrairement à la voie néospinothalamique, la plupart des fibres vont s'arrêter à des niveaux plus bas que le thalamus, donc au niveau du tronc cérébral. Il n'y aura que 10 à 25% des fibres qui vont acheminer et terminer leur chemin jusqu'au niveau du thalamus. Sinon, tout le reste va s'arrêter à des niveaux plus bas. Cette voie de transmission a une moins bonne localisation que la voie de la douleur rapide. Donc, on va avoir par exemple une douleur qui ne va pas être très précise. On va juste situer que c'est au niveau d'un membre supérieur, membre inférieur, mais le point reste très vague par rapport au point de stimulation d'origine. Ceci peut être probablement expliqué par le fait que cette voie de la douleur lente, tout d'abord, il n'y a pas de stimulation concomitante des récepteurs tactiles, mais surtout que c'est une voie où on va avoir une connectivité multisynaptique et diffuse qui va perdre dans la qualité et la précision de la transmission de l'influx. Dès le départ, tout à l'heure, quand on avait parlé de la transmission de l'influx au niveau de la voie extralémniscale, on a dit que l'influx de la douleur a une particularité, c'est que c'est un influx qui est modulé. Dans la transmission, on a dit qu'il n'est pas passif. Et on a dit que cette modulation se fait grâce à deux contrôles qui sont les contrôles médulaires de la douleur et le contrôle supramédulaire de la douleur. Ce sont deux contrôles qui vont intervenir lors de la transmission de l'influx vers les centres supérieurs et qui va essayer de diminuer la transmission des influx nerveux dans la voie de la douleur. On va voir par quel mécanisme ces deux contrôles vont intervenir. On commence par le plus simple, qui est donc le contrôle médulaire de la douleur. C'est un contrôle qui va agir sur l'activité des cellules du faisceau spinothalamique. Ces cellules qui normalement vont être activées dès que l'influx va passer par notre première synapse, il va avoir une modulation à ce niveau par des interneurones qui vont être activés par les fibres
de gros diamètre qui sont les fibres A-alpha et A-bêta. Ces fibres A-alpha et A-bêta qui sont des fibres de gros diamètre non nociceptifs, dont l'activation va agir sur des interneurones et diminuer la transmission de l'influx au niveau des faisceaux spinothalamiques. Cette stimulation des fibres à partir de récepteurs tactiles périphériques va diminuer la transmission des signaux donc issus des mêmes régions du corps par inhibition locale latérale. Donc c'est ce qui se passe à chaque fois qu'on se frotte une zone endolorie. On va stimuler des fibres tactiles, donc de gros diamètre A-alpha et A-bêta, qui vont atténuer la perception de la douleur. Voilà schématiquement ce qu'on va avoir. Nous, normalement, on a notre transmission de l'influx qui va être donc perçue, transmise par les fibres périphériques, que ce soit de type, là on a précisé type C, mais ça peut être aussi des fibres de type A-delta, qui elles vont faire synapse au niveau de la moelle et donc envoyer les influx vers le faisceau spinothalamique qui va monter vers le thalamus. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois qu'on a un influx qui va être envoyé vers le faisceau spinothalamique, on va aussi envoyer des influx inhibiteurs vers un interneurone inhibiteur avoisinant, qui lui, normalement, a un rôle de bloquer la transmission de l'influx au niveau du faisceau spinothalamique. Donc, en bloquant cet interneurone, on va permettre à l'influx de monter vers les centres supérieurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on stimule nos fibres de gros diamètre A-alpha et A-bêta, qui sont normalement des fibres tactiles? Donc, en frottant notre zone endolorie, on va envoyer des influx qui, arrivés au niveau de la moelle, vont envoyer cette fois-ci des influx excitateurs au niveau des interneurones inhibiteurs. Ces influx excitateurs qui dépassent les influx inhibiteurs du faisceau spinothalamique vont activer à ce niveau-là les interneurones qui étaient inhibés. Donc ces interneurones inhibiteurs vont être activés, ils vont envoyer des influx pour bloquer la transmission de l'influx au niveau du faisceau spinothalamique. Donc par ce mécanisme, on va bloquer la transmission de l'influx nerveux au niveau de faisceau spinothalamique et donc on va atténuer la perception de la douleur. C'est le contrôle médulaire qu'on appelle aussi le gate control. Deuxième contrôle, c'est un contrôle qui est un peu plus complexe, donc c'est le contrôle supramédulaire de la douleur, qui a un contrôle plus inconscient, qui va principalement faire intervenir trois composantes majeures qui sont la substance grise périacéducale, le noyau du raphe médian et le complexe inhibiteur de la douleur. Ces trois complexes qui vont avoir comme principaux neuromédiateurs les morphiniques et plus précisément donc les morphines physiologiques qui sont l'encéphaline et l'endorphine vont atténuer la perception de la douleur. En effet, l'activation de la substance périacéducale va envoyer des influx vers le noyau du raphe médian et libérer de l'encéphaline à ce niveau-là pour activer le noyau du raphe médian qui, lui, à son tour, va activer le complexe inhibiteur de la moelle. Une fois le complexe inhibiteur de la moelle il est activé, il va transmettre ou libérer des neurotransmetteurs de type encéphalinergique qui, eux, vont agir au niveau de notre première synapse, au niveau de la moelle et bloquer la transmission de l'influx nerveux. Donc, contrairement au contrôle médulaire où le blocage va se faire au niveau de l'activité des cellules du faisceau spinothalamique, le contrôle supramédulaire, lui, va agir un peu plus tôt au niveau de notre synapse. Donc l'encéphaline qui va se fixer au niveau synaptique va bloquer la transmission de la voie périphérique vers le faisceau spinothalamique. Voilà ce qu'on peut dire, grosso modo, en général, sur la transmission de l'influx au niveau de la voie extralémniscale et de ses particularités. Là, on va terminer notre cours par deux cas particuliers de la douleur. La première, qui est la douleur projetée, ou ce qu'on appelle aussi la douleur irradiée, c'est une douleur ou un symptôme qu'on va trouver très fréquemment en clinique. Qu'appelle-t-on maintenant douleur projetée? Une douleur projetée est une douleur qui est ressentie dans une partie du corps éloignée du tissu qui est endommagé. Donc, généralement, c'est une douleur viscérale
qui est ressenti au niveau cutané. C'est ce qu'on voit souvent en diagnostic clinique. Le cas le plus typique, c'est le cas de l'infarctus du myocarde. Donc, l'infarctus du myocarde, généralement, c'est un patient qui ne va pas venir vous dire j'ai mal au cœur, il va plutôt décrire une douleur qui est plus périphérique ou plus cutanée au niveau, donc, membre supérieur gauche, l'épaule ou bien donc de la mâchoire. Donc, c'est très important de connaître cette douleur, connaître son origine pour pouvoir ne pas avoir de diagnostic erroné. Maintenant, l'explication qu'on peut trouver, pourquoi cette projection, quel est le mécanisme qui est derrière cette projection de la douleur qui était à l'origine viscérale, qui est devenue cutanée. Une des explications se trouve au niveau médulaire. Donc nous, ce qu'on avait décrit tout à l'heure, c'est que quand on a une activation, par exemple, de récepteurs viscéraux de la douleur, on va avoir des fibres qui vont partir de ces récepteurs viscéraux, monter au niveau et arriver jusqu'au niveau de la moelle. Arrivé au niveau de la moelle, normalement, il devrait faire synapse avec des faisceaux spinothalamiques qui véhiculent l'influx nerveux viscéral. Pour la douleur projetée, on va avoir un court-circuitement de cette voie et on va voir que ces fibres périphériques viscérales vont se projeter sur une voie, c'est une voie spinothalamique cutanée. Donc, au lieu de faire synapse avec un faisceau spinothalamique viscéral, elle va faire synapse avec un faisceau spinothalamique cutané. Et donc, l'influx va être transmis et monté jusqu'au niveau des centres supérieurs par une voie qui transmet normalement une douleur cutanée. Et c'est comme ça que le cortex somesthésique va reconnaître ça ou reconnaître sa douleur comme étant une douleur cutanée et non pas une douleur viscérale. Deuxième particularité ou deuxième type de douleur particulier, c'est l'hyperalgésie. L'hyperalgésie, elle est donc définie par une hypersensibilité à la douleur, donc une perception de la douleur plus exagérée, donc parce qu'il y a une exagération de l'excitabilité des voies nociceptives. Cette hyperalgésie, elle peut être de deux types. On a l'hyperalgésie primaire et l'hyperalgésie secondaire. L'hyperalgésie primaire, elle est généralement due à l'extrême sensibilité des récepteurs nociceptifs qui vont être donc à l'origine de cette hypersensibilité à la douleur. Par contre, l'hyperalgésie secondaire, elle est plutôt due à une facilitation de la transmission sensorielle. Donc, c'est les voies de transmission qui sont touchées et non pas le récepteur. Et donc, on va avoir par cette facilitation une exagération de la perception douloureuse. L'hyperalgésie primaire, donc l'exemple le plus typique, c'est l'hypersensibilité qu'on ressent lorsqu'on a une peau brûlée par le soleil, donc quand on est bronzé. Donc, le simple fait de toucher le corps va entraîner une hyperalgésie. Ceci est dû à l'hypersensibilité des terminaisons nociceptives due donc, aux produits donc, libérés par les tissus locaux qui ont été brûlés. L'exemple de l'hyperalgésie secondaire, c'est quand on a une lésion de la moelle épinière ou un thalamus. Donc là, on va avoir une altération de la transmission et une facilitation de la transmission de la douleur qui va déclencher l'hyperalgésie secondaire. Donc finalement, et pour conclure, notre douleur est un message nociceptif très important qui a une origine périphérique au niveau des nocicepteurs. Après, on va avoir deux voies de transmission de la douleur via des fibres nerveuses de petit calibre qui vont monter jusqu'au niveau de l'étage médulaire et de là donc vers le tronc cérébral, l'hypothalamus et le cortex cérébral. Donc cette transmission de la douleur, elle est indispensable pour la protection du corps. Donc on a vu dans notre vie, même dans les mouvements, les activités les plus simples, on a besoin de cette perception afin de protéger le corps et des éventuelles lésions qui peuvent survenir. Donc il est très important de reconnaître les différents composants de cette douleur et de connaître donc la réponse comportementale et physiologique qui va être engendrée par cette perception de la douleur. Voilà, je vous remercie pour votre attention.